Des hormones qui s'affolent, un cerveau en état d'urgence, des adolescents en pleine révolution, c'est tout cela, la puberté. Mais elle peut aussi déborder de petits bonheurs. Et surtout, c'est une période capitale du développement humain. Ils sont irritables et hypersensibles. Mais aussi très curieux et créatifs. Leur corps change à toute vitesse. Et leur cerveau est en pleine restructuration. Bienvenue dans Xenius. Salut! Ça, c'est moi à l'époque où j'ai décidé de porter des cheveux longs. Contre l'avis de ma grand-mère, je précise. Et elle n'avait pas tort. Moi, je trouvais ça génial. Pour moi aussi, c'était palpitant. Mes copains passaient avant tout le reste. Et évidemment, j'étais surtout intéressée par les garçons. C'était une époque très intense et pleine d'émotions. Eh oui, il s'en passe des choses durant la puberté. Voyons cela d'un peu plus près. Chez les filles, tout commence vers l'âge de 10 ans. Pour les garçons, il faut attendre 1 à 2 ans de plus. C'est la fin de l'enfance, les jouets sont mis au placard et bien d'autres choses encore. Certains y mettraient volontiers toute leur famille. Les adolescents deviennent plus autonomes et indépendants, ils délaissent leurs parents au profit de jeunes de leur âge. Les responsables de ce remue-ménage, ce sont les messagers chimiques. Les hormones sexuelles telles que les estrogènes et la testostérone sont là pour veiller à ce que l'enfant se transforme en adulte. Ce bouleversement biologique a un but, assurer la survie de notre espèce. Il faut bien que les jeunes gens quittent le nid pour trouver un partenaire sexuel qui ne leur est pas apparenté. Mais avant d'en arriver là, le futur adulte connaît une poussée de croissance effrénée. Bras et jambes s'allongent d'un coup. En 1 an, l'adolescent peut gagner jusqu'à 10 cm. Et les changements ne s'arrêtent pas là. Les filles voient leur poitrine et leurs hanches s'arrondir. Du côté des garçons, les épaules s'élargissent et les muscles prennent du volume. Les poils apparaissent, la barbe pousse, certains visages se couvrent de boutons d'acné, tandis que la voix change subitement. C'est aussi là que les organes génitaux atteignent leur taille définitive. Normalement, la puberté s'achève à environ 18 ans chez les filles, 21 ans chez les garçons. Ce cours de sport a commencé à 7h45. Franchement, respect. Je me souviens particulièrement bien de mes nuits blanches. Être à l'heure à l'école me demandait de sacrés efforts. Une catastrophe. Moi, j'en étais incapable. J'étais vraiment pas un lève-tôt. J'avais cours de sport à 7h20. L'horreur. D'après un biologiste que nous allons rencontrer ici, dans ce lycée de Heidelberg, tout cela s'explique scientifiquement. Allons le rejoindre. Christoph Randler est chronobiologiste et professeur à l'université de Tübingen. Son étude sur la puberté distingue 2 types, les chouettes et les alouettes. Les chouettes restent en éveil jusque tard le soir et peinent à se lever le matin. Du côté des alouettes, c'est tout le contraire. 2 types donc. D'un côté les chouettes, de l'autre les alouettes. Il y en a autant d'un côté que de l'autre? Non, parce que chez les enfants, il y a énormément d'alouettes. Tandis qu'à l'adolescence, la tendance s'inverse. De nombreux jeunes deviennent des chouettes. Et qu'est-ce qui détermine ces groupes? D'une part, les gènes. Ce sont les gènes qui décident si je suis plutôt une chouette ou plutôt une alouette. Mais au cours de la puberté, les hormones jouent également un rôle déterminant. C'est pour ça qu'on constate un changement aussi radical durant l'adolescence, parce que les hormones sexuelles interviennent. Donc, c'est la faute de la testostérone et des estrogènes. Absolument. Nous avons réalisé une étude et découvert que la testostérone joue sur le chronotype. Les hommes sont plutôt du soir, ce sont des chouettes. Les femmes, elles, sont plutôt du matin, ce sont des alouettes. On voit aussi cette différence entre filles et garçons? Oui, c'est là que ça commence. Chez les enfants, il n'y a pas de différence. Par contre, pendant la puberté, le fossé entre filles et garçons se creuse. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes filles ont beau être des lève-tôt, l'humeur ne suit pas forcément. Je résume. Les garçons traînent au lit et les filles sont mal lunées le matin. Alors pourquoi l'école ne commence-t-elle pas plus tard? Pourquoi faut-il attaquer les cours dès 8 heures, voire avant?
Effectivement, il arrive que les cours commencent avant 8 heures. Dans certaines régions d'Allemagne, le premier cours démarre même à 7 heures. C'est sans doute un héritage prussien. On pense que le monde appartient à celui qui se lève tôt. Mais est-ce que les adolescents ne seraient pas plus performants avec des cours plus tardifs? Vous avez étudié cette possibilité? Oui, et nos découvertes vont dans ce sens. Par exemple, au baccalauréat, nous avons observé que les chouettes obtiennent un demi-point de moins que les alouettes, ce qui n'est pas rien. À partir de cette donnée, nous avons mené une étude sur un groupe d'élèves. Nous les avons placés dans un environnement studieux l'après-midi, à 15 heures, et nous avons pu constater qu'ils étaient plus performants et motivés, qu'ils soient chouettes ou alouettes. Ça veut dire que les adolescents ne sont pas vraiment responsables de leur mauvaise forme du matin. Du coup, on ne devrait pas les gronder pour ça. Exactement. Les adultes, qu'ils soient parents ou enseignants, devraient être plus compréhensifs. Voilà qui pourrait inciter certains lycées à commencer leurs cours un peu plus tard, y compris celui-ci. Quant à nous, nous allons rencontrer quelques lycéens et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Enes, Samira, Livia, bienvenue à vous. C'est vraiment sympa de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé d'éveil et de sommeil. Dites-nous un peu comment ça se passe pour vous. Enes, tu commences? Moi, ces derniers temps, j'ai tendance à être plus actif le soir, alors que le matin, j'ai énormément de mal à sortir de mon lit. Et qu'est-ce que tu fais le soir? Eh ben, comme on est la génération smartphone, je suis accroché à mon portable même quand je suis au lit, jusqu'à la dernière seconde avant de m'endormir. Et à partir de quelle heure es-tu en forme le matin? Je dirais à partir de la 3e heure, vers 10 heures. Là, je suis à fond. Et toi, Samira, ça donne quoi? Alors moi, je fais mes devoirs le soir. C'est là que j'arrive le mieux à me concentrer. Par contre, j'ai du mal à me lever le matin. Et moi aussi, à partir de la 3e heure, j'arrive à mieux me concentrer. À ton tour, Livia. Moi, je crois que c'est un peu pareil. Je me lève à 6h30 et j'ai pas les yeux en face des trous. Moi, je me souviens que le week-end, je me couchais à 10-11 heures, voire 11h30, et je ne déjeunais pas avant midi. Je sautais le petit déjeuner. Pour vous aussi, le rythme est différent le week-end? Totalement. Quand je me lève, toute ma famille est bien réveillée et a déjà pris son petit déjeuner. Monsieur Randler, que signifie cette différence de rythme de sommeil entre la semaine et le week-end? Nous avons là 3 exemples vivants de jet-lag social. Cela nous indique aussi que les facteurs sociaux ont un impact sur notre comportement de sommeil. Le week-end, je vis comme je veux, et dans la semaine, je suis limité par l'école et le travail. La puberté est également synonyme de séparation avec les parents. Comment ça se passe pour vous? Vous avez des exemples à nous donner? Oui, je fais plus de choses avec mes amis et moins avec ma famille, même si parfois je trouve ça dommage. Moi, je vis toute seule à l'internat, donc sans mes parents. Je prépare mon petit déjeuner moi-même et je fais ma lessive. Mes parents trouvent ça bien que je sois déjà aussi indépendante. Je les vois pas très souvent, donc on ne se dispute pratiquement plus. De mon côté, quand j'étais plus jeune, je passais plus de temps avec mes parents. Mais au moment de la puberté, on s'est un peu détaché. Ça ne se passait pas très bien, donc on faisait moins de choses ensemble. Là, comme mes parents viennent de se séparer et que ma mère ne vit plus à la maison, j'avoue que je donne un peu moins de nouvelles. En ce moment, j'ai peu, voire pas du tout de contact avec mes parents. Être avec ses amis, oublier un peu ses parents, c'est aussi quelque chose de normal. Oui, c'est typique de la puberté. Il semblerait même que les parents aient plus de stress à l'adolescence de leurs enfants que ces derniers. À quel point les amitiés sont-elles importantes à cet âge? Passer du temps avec un groupe d'amis est très important durant cette période, parce que cela accélère le processus de détachement. Plus tard, l'adolescent va passer plus de temps avec des gens de son âge, et il lui faut des repères. Merci, Monsieur Randler. Je vous en prie. Et à vous trois aussi, un grand merci. Merci. La puberté, c'est donc à bien des égards un nouveau départ. Il n'y a pas que le corps qui change durant la puberté. Le cerveau subit lui aussi une transformation totale. Au cours de ce processus, tout ne se passe pas sans quelques accros.
Des études ont par exemple démontré que les adolescents sont incapables d'interpréter les nuances des mimiques du visage. Il semble dégoûté, un peu fatigué et triste. Elle est joyeuse. Oui, contente et heureuse. Là, je sais pas trop. Le cerveau des adolescents est en pleine révolution. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi leurs réactions semblent parfois si imprévisibles. Et les parents en font souvent les frais. Pour la communauté scientifique, le cerveau adolescent est un terrain de recherche passionnant. Les chercheurs ont décidé d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur grâce à l'IRM. Cette technique offre une vision du jeune cerveau pour le moins surprenante. C'est extraordinaire, on dirait vraiment un chantier. De nombreux processus se déroulent au même moment. En fait, il est difficile d'avoir une compréhension totale de ce qui se passe, même si nous connaissons déjà très bien certaines choses. Par exemple, au cours du passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, l'une des choses qu'on peut constater, c'est que la matière grise du cerveau se réduit. Les neurologues comparent cette réduction de la substance grise du cerveau à l'élagage d'un arbre. Voici ce qui se passe dans un cerveau d'adolescent. Les voies nerveuses inutilisées sont coupées afin que les autres deviennent plus solides et plus efficaces. Au cours de cette réorganisation, le cerveau décide quels sont les circuits dont il a besoin et quels sont les moins nécessaires. À mesure que nous grandissons, nous faisons du ménage par le vide. C'est comme couper les branches d'un arbre. Nous éliminons les connexions qui n'ont plus d'utilité pour nous. À leur place, nous faisons pousser des branches qui favorisent les comportements utiles à un bon fonctionnement. Les expériences de l'enfance n'ont donc qu'un impact réduit sur notre jeunesse et notre âge adulte. Durant la puberté, toutes les expériences et les connaissances repassent au banc d'essai. Le cerveau effectue un tri et réorganise le tout. Il n'est jamais aussi malléable qu'à ce moment de la vie. Les sensations positives, elles aussi, se fraient un chemin. C'est souvent au cours de la puberté que nous faisons l'expérience du premier amour et du cœur qui bat la chamade. Les chercheurs, eux, considèrent la chose de manière plus terre-à-terre. Pour eux, l'amour est avant tout un orage cérébral. Depuis plusieurs décennies, Lucy Brown, spécialiste en neurosciences, étudie le plus beau des sentiments. Elle a découvert que l'amour naît dans notre tronc cérébral, une partie du cerveau très ancienne du point de vue de l'évolution. C'est la même zone du cerveau qui contrôle certains réflexes, comme la déglutition ou les mouvements oculaires. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. On n'a pas besoin de réfléchir pour se tenir debout. C'est là qu'a lieu cette activité. La première fois que nous avons vu ces données, nous avons su que l'amour romantique est une pulsion. Ce n'est pas qu'un sentiment, comme l'euphorie ou la peur, non. Nous pouvons ressentir beaucoup de choses quand nous aimons. Mais l'amour romantique est une pulsion. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le même genre de pulsion que celle de la faim. C'est dans cette zone du cerveau que se développe l'accoutumance aux drogues. Pas étonnant que les amoureux ressentent une sensation de dépendance. Lorsqu'on regarde cette région du cerveau, on peut voir quelles sont les cellules cérébrales et les transmetteurs susceptibles de s'y trouver et d'avoir une importance sur ce comportement. Maintenant, nous allons regarder une autre image des cellules du cerveau de cette même région. Toutes les cellules qui contiennent de la dopamine se trouvent ici. Elles produisent de la dopamine et des signaux. Elles possèdent des extensions longues et fines, les axones, qui ressemblent à des cheveux. Ils vont jusqu'à notre cerveau, pour dire à notre cortex, à notre zone la plus cognitive, « Cherche cette personne ». Voilà pourquoi être amoureux fait l'effet d'une drogue. Le cerveau allégé et restructuré doit d'abord apprendre à contrôler toutes ses émotions.
Nous allons observer de plus près ce fameux élagage du cerveau. Direction la clinique de psychiatrie infantile et juvénile d'Heidelberg. Romuald Brunner est pédopsychiatre. Il étudie les modifications du cerveau des adolescents dans le cadre des troubles psychologiques et de l'augmentation du goût du risque. Comment se fait-il qu'à l'adolescence, on se montre davantage prêt à prendre des risques? Nous avons mené différentes études à ce sujet et nous pensons que les changements dans le développement cérébral jouent un rôle déterminant. Nos études suggèrent qu'au moment de la puberté, la région du cerveau responsable de la gestion des émotions, à savoir le système limbique, a une importance décisive. Elle grandit beaucoup plus vite que la zone qui permet de contrôler les émotions extrêmes. Cette région cérébrale, c'est ce que nous appelons le prosencéphale, ou cerveau antérieur. Il semble que ce prosencéphale n'atteigne pas sa maturité avant 20, 22, voire 23 ans. Et ça, c'est une donnée vraiment cruciale. C'est la condition sine qua non pour qu'une personne soit capable de contrôler les émotions très fortes. Et comment les choses peuvent-elles en arriver à basculer d'un coup? Pourquoi certains adolescents ont-ils autant de mal à conserver un certain équilibre, y compris pour leur propre sécurité? De premiers résultats indiquent que ces enfants qui connaissent de grosses difficultés à contrôler et à supporter les émotions très fortes présentent un certain retard dans le développement de certaines régions du cerveau antérieur. Cela entraîne chez eux des états dépressifs qui peuvent parfois prendre des proportions très graves. Et cette tendance est-elle répartie de manière équitable entre filles et garçons? Avant le début de la puberté, on voit que les troubles dépressifs surviennent à peu près autant d'un côté que de l'autre. C'est ce que nous pouvons voir de façon très nette sur ce graphique. Il montre qu'un grand changement survient dans l'apparition de ces troubles dépressifs quelque part entre l'âge de 10 et 15 ans. Ici, on remarque une hausse significative des syndromes dépressifs chez les filles, tandis que chez les garçons, on constate un léger recul. C'est un écart qui ne sera pas comblé avant une bonne quarantaine d'années. Et quelle est la théorie à ce sujet? Est-ce que les hormones jouent un rôle prépondérant? Oui, mais il n'y a pas que les estrogènes qui sont responsables. De très nombreux autres facteurs entrent en jeu. Nous savons que la moitié de toutes les maladies psychiatriques prennent racine au cours de la puberté. C'est pour cela que nous nous intéressons de près non seulement au développement hormonal, mais aussi au développement cérébral. Nous voulons savoir à quoi ressemble le développement cérébral d'enfants et d'adolescents normaux et le comparer à celui de jeunes souffrant de troubles psychiatriques. Ces différences nous serviront d'indicateurs pour développer des thérapies. La puberté est un passage obligé, profondément ancré dans notre cerveau. Et on dirait bien qu'elle commence de plus en plus tôt. En particulier chez les filles. En 1860, c'était en moyenne à 13 ans, en 1960 à 11 et aujourd'hui dès 9 ou 10 ans. La richesse de notre alimentation en serait l'une des causes. Le corps commence à sécréter les hormones de la puberté aussitôt qu'il a stocké assez de graisse. Mais les scientifiques soupçonnent également les produits chimiques tels que les plastifiants, les pesticides et certains produits cosmétiques. Dans cette clinique de Montpellier, de plus en plus de parents accompagnent leurs filles dont la puberté a commencé de manière précoce. Ils viennent chercher conseil auprès du docteur Charles Sultan. Cet endocrinologue pédiatrique étudie depuis des années l'influence des polluants environnementaux sur la puberté. On comprend que cette contamination, qu'elle soit prénatale, mais surtout postnatale, soit capable d'influencer, de moduler le déclenchement de la puberté. Et eu égard à cet effet estrogène-like, eh bien, on va imprégner cette petite fille en estrogènes qui vont être capables de stimuler la glande mammaire, de stimuler l'utérus et aussi de stimuler les centres nerveux qui régulent
le déclenchement de la puberté. La région de Montpellier est très ensoleillée. On y cultive certains produits agricoles, comme la vigne. Ici, l'usage des pesticides est très répandu. Ces polluants environnementaux pourraient-ils être responsables de la puberté précoce de cette fillette? Son frère est plutôt en retard, alors que sa petite sœur, elle, a démarré sa puberté dès l'âge de 7 ans et demi. Ma fille aurait aujourd'hui donc presque 10 ans. C'était très difficile d'accepter ce changement. Ses copines, en fait, elles ont 10 ans, elles commencent à peine à avoir la glande mammaire qui sort. Et elles commencent à peine à mettre des brassières. Moi, ma fille, ça fait environ 1 an et demi, 2 ans qu'elle porte des brassières. Donc elle avait 7-8 ans qu'elle avait des brassières. La fillette est mal à l'aise et sa famille préfère rester anonyme. La mère attend beaucoup de sa rencontre avec le spécialiste. Vous avez noté, je ne sais pas si... Charles Sultan a l'habitude de traiter des enfants qui entament leur puberté trop tôt ou trop tard à cause d'un problème génétique ou d'une tumeur. Mais depuis quelques années, de plus en plus d'enfants en parfaite santé viennent le voir. D'accord. Quelle danse? Classique? Non, hip-hop. Du? Hip-hop. Hip-hop, d'accord. Et des fois Zumba. Et Zumba, d'accord. Nous sommes confrontés à une véritable épidémie de précocité pubertaire. Dans le service, il y a 10-15 ans, on avait une vingtaine de précocités pubertaires à équipe constante. L'an dernier, en 2015, nous avons eu à gérer 106 ou 108 précocités pubertaires, c'est-à-dire 6 fois plus. Pour la petite fille, cette puberté précoce est difficile à vivre. Toutes ses amies sont encore des enfants, elle aussi d'ailleurs. Et elle a très bien compris et elle a surtout compris qu'elle voulait... Enfin, elle est d'accord pour ne pas avoir ses règles en classe de CM2 parce que ce serait la seule de sa classe. C'est difficile à gérer à 10 ans. Donc du coup, on a préféré la traiter assez rapidement et ce avant la rentrée scolaire. Voilà, donc je peux mesurer. La précocité pubertaire peut être ralentie par des médicaments qui bloquent les hormones. Mais avant toute chose, le médecin doit savoir à quel point le processus est avancé. Pour cela, Charles Sultan utilise l'IRM. Les os des enfants et des adolescents présentent des plaques de croissance. À la fin de la puberté, ces plaques se referment. Une radio de la main montre où en est la puberté. L'utérus de la fillette est lui aussi pratiquement adulte. S'il n'est pas traité, ce trouble hormonal peut entraîner des séquelles. Une enfant qui entre en puberté plus tôt va développer un terrain à risque de surpoids, maladie cardiovasculaire, troubles lipidiques. Donc c'est un terrain à risque. Les spécialistes recommandent donc d'éviter les substances qui imitent les hormones. Cela signifie, entre autres, renoncer à certains cosmétiques. Ils contiennent des parabènes, ils contiennent des phtalates, ils contiennent des nanoparticules, ils contiennent du titane, Donc, pourquoi je cite les cosmétiques? Parce qu'il y a une étude américaine qui a été publiée récemment qui montre que lorsque l'on réduit ces cosmétiques chez des adolescentes, j'y viens, eh bien, pendant quelques semaines, on diminue les taux sanguins de perturbateurs endocriniens. Comment protéger les enfants de tous ces perturbateurs endocriniens? Pour répondre à cette question, les médecins, les parents et les industries cosmétiques et alimentaires ont encore bien du travail. Posons la question à l'envers. Quand tout se passe bien, quels sont les avantages de la puberté? C'est une période très très importante pour le développement de la personnalité. Les adolescents sont en mesure de satisfaire leur désir d'indépendance. Ils sont plus performants en classe.
Ils remarquent qu'ils réfléchissent et agissent plus vite. Ils sont fiers d'avoir acquis de nouvelles capacités. C'est une image que leurs parents devraient eux aussi leur renvoyer. Est-ce que durant la puberté, l'éducation des parents compte encore ou ça ne marche plus? Si, bien sûr. L'éducation reste importante parce que les adolescents doivent être accompagnés et encouragés. Ils ne disposent pas encore d'une capacité de contrôle dans tous les domaines. Il est indispensable qu'ils bénéficient d'un environnement stimulant, grâce à leurs parents, mais aussi aux diverses institutions. C'est capital pour le développement de leur personnalité. Merci beaucoup, professeur Brunner. C'était passionnant. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches. Un grand merci à vous aussi. Merci. On vous dit à bientôt. À la prochaine. Et restez curieux. Salut.